Aristote, Métaphysique, chapitre 3. Il est évident qu'il faut acquérir la science des causes premières, puisque nous ne pensons savoir une chose que quand nous croyons en connaître la première cause. Or, on distingue 4 sortes de causes. La première est l'essence, la forme propre de chaque chose. Car il faut pousser la recherche des causes aussi loin qu'il est possible, et si la raison dernière d'une chose, qui en est le principe et la cause. La seconde cause, la matière et le sujet. La troisième, le principe du mouvement. La quatrième, enfin, celle qui répond à la précédente, la raison et le bien des choses. Car la fin de tout phénomène, de tout mouvement, c'est le bien. Ces points de vue ont été suffisamment expliqués dans les livres de physique. Reprenons cependant les opinions des philosophes qui nous ont précédés dans l'étude des êtres et de la vérité. Il est évident que s'ils reconnaissent certaines causes et certains principes, cette revue peut donc nous être utile pour la recherche qui nous occupe, car il arrivera que nous rencontrerons un ordre de causes que nous avions omis, ou que nous prendrons plus confiance dans la classification que nous venons d'exposer. La plupart des premiers philosophes ont cherché dans la matière les principes de toute chose, car ce dont toute chose est, d'où provient toute génération, où aboutit toute destruction. L'essence restant la même, ne faisant que changer d'accident. Voilà ce qu'ils appellent l'élément et le principe des êtres. Et pour cette raison, ils pensent que rien ne naît et que rien ne périt, puisque cette nature première subsiste toujours. Nous ne disons pas dans une manière absolue que Socrate naît lorsqu'il devient beau, musicien, mais qu'il périt lorsqu'il perd ses manières d'être, attendu que le même Socrate, sujet de ces changements, n'en demeure pas moins. Il en est de même pour toutes les autres choses, car il doit y avoir une certaine nature unique, multiple, qui vient de toutes choses. C'est la subsistance, la même. Quant au nombre et à l'espèce de ces démons, on ne s'accorde pas. Thalès, le fondateur de cette matière de philosophie, prend l'eau pour principe, et voilà pourquoi il a prétendu que la Terre reposait sur l'eau. Amené probablement à cette opinion parce qu'il avait observé que l'humidité est l'aliment de tous les êtres, et que la chaleur elle-même vient de l'humidité et en vie. Or, ce dont viennent les choses et leurs principes, c'est de là qu'il tira sa doctrine, et aussi les germes de toutes choses dans leur nature humide, et que l'eau est le principe des choses humides. Plusieurs pensent que dès la plus haute antiquité, ou bien avant notre époque, les premiers théologiens ont eu la même opinion sur la nature,
car ils avaient fait l'océan Tétis, auteur de tous les phénomènes de ce monde. Ils montrent les dieux jurant par l'eau que les poètes appellent le Styx. En effet, ce qu'il y a de plus ancien, ce qu'il y a de plus saint, et ce qu'il y a de plus saint, c'est le serment. Y a-t-il réellement un système physique dans cette vieille et antique opinion? C'est ce dont on pourrait douter si pour Thalès on dit que telle fut sa doctrine. Quant à Hippon, sa pensée n'est pas assez profonde pour qu'on puisse le placer parmi ces philosophes. Anaximène et Diogène prétendaient que l'air est antérieur à l'eau et qu'il est le principe des corps simples. Ce principe est le feu, selon Passe de Métaponte et Héraclite d'Éphèse. Empédocle reconnut 4 éléments, ajoutant la terre à ceux que nous savons nommer. Ces éléments subsistent toujours et ne deviennent pas, mais le seul changement qu'ils subissent est celui de l'augmentation ou de la diminution. Lorsqu'ils s'agrègent, ils se séparent. Anaxagora de Clazomène, qui naquit avant ce dernier, mais qui écrivit après lui, suppose qu'il y a une infinité de principes. Il prétend que toute infinité de principes, il prétend que toutes les choses formées de parties semblables, comme le feu, l'eau, ne naissent et ne périssent qu'en ce sens que leurs parties se réunissent ou se séparent, mais que du reste rien ni ne périt, et que tout subsiste éternellement. De tout cela, on pourrait conclure que jusqu'alors, on avait considéré les choses que sous le point de vue de la matière. Quand on en fut là, la cause d'elle-même força d'avancer encore et imposa de nouvelles recherches. Si tout ce qui naît doit périr et vienne un principe unique, multiple, pourquoi en est-il ainsi? Quelle en est la cause? Car ce n'est pas le sujet qui peut se changer lui-même. Les reins, par exemple, et le bois ne se changent pas lui-même. Ils ne se font pas. L'un statue, l'autre lit. Mais il y a quelque autre cause à ce changement. Or, chercher cette cause, c'est chercher un autre principe, le principe du mouvement, comme nous disions ceux des anciens, qui dans l'origine touchèrent ce sujet et qui avaient pour système l'unité de substance, ne se tourmentèrent pas de cette difficulté. Mais quelques-uns de ces partisans de l'unité, inférieurs en quelque sorte à cette question, disent que l'unité est tout ce qui est réel, n'admet pas de mouvement, ni pour la génération et la corruption, ni même pour tout autre changement. Aussi, de tous ceux qui partent de l'unité du tout, pas un ne s'est occupé de ce point de vue, si ce n'est peut-être Parménide, et encore ne le fait-il qu'autant qu'à côté de son système de l'unité, il admet en quelque sorte deux principes, mais ceux qui admettent la pluralité des principes, le chaud et le froid, par exemple, où le feu et la terre n'étaient plus à même d'arriver à cet ordre des recherches, car ils attribuaient au feu la puissance motrice, à l'eau, à la terre et aux autres éléments de cette sorte, la qualité contraire. Après ces philosophes et de pareils
et de pareils principes, comme ces principes étaient insuffisants pour produire les choses, la vérité elle-même, comme nous l'avons déjà dit, força de recourir à un autre principe. En effet, une égale vraisemblance qui ni le feu, ni la terre, ni aucun autre élément de ce genre soit la cause de l'ordre et de la beauté qui règne dans le monde éternellement chez certains êtres, passagèrement chez d'autres, ni que ces philosophes aient pareil pensée d'un autre côté, rapporter un tel résultat au hasard ou à la fortune, pas. C'était raisonnable. Aussi, quand un homme vint dire qu'il y avait dans la nature, comme dans les animaux, une intelligence qui est la cause de l'arrangement et de l'ordre de l'univers, cet homme parut seul avoir conservé sa raison au milieu des folies de ses devanciers. Or, nous savons après certitude qu'Anaxagora entra le premier dans ce point de vue. Avant lui, Hermotime, le Clazomène, paraît l'avoir soupçonné. Ces nouveaux philosophes érigèrent en même temps cette cause de l'ordre en principe des êtres, principe doué de la vertu d'imprimer le mouvement. On pourrait dire qu'avant eux, Hésiode avait entrevu cette vérité. Hésiode, quiconque a mis dans les êtres comme principe l'amour ou le désir, par exemple Parménide, celui-ci dit en effet dans sa théorie de la formation de l'univers, il fit l'amour le premier de tous les dieux. Hésiode dit de son côté, avant toute chose, c'était le chaos. Ensuite, la terre au vaste sein, puis l'amour, le plus beau de tous les mortels, comme s'il avait reconnu la nécessité d'une cause dans les êtres capable de donner le mouvement et le lien aux choses. Quant à la question de savoir à qui appartient la priorité, qu'il nous soit permis de la décider plus tard. Ensuite, comme à côté du bien dans la nature, on voyait aussi son contraire, non seulement de l'ordre et de la beauté, mais aussi du désordre et de la laideur, comme le mal paraissait même l'emporter sur le bien, le lait sur le bout. Un autre philosophe introduisit l'amitié et la discorde, cause opposée de ces effets opposés, car si l'on veut suivre de près Empédocle et s'attacher au fond de sa pensée, plutôt qu'à la manière presque enfantine dont il exprime, on trouvera que l'amitié est la cause du bien et la discorde celle du mal, de sorte que peut-être n'aurait-on pas tort de dire qu'Empédocle parlait en quelque manière comme et a parlé le premier du bien et du mal comme principe, puisque le principe de tous les biens est le bien lui-même et le mal le principe de tout ce qui est mauvais. Jusqu'ici, nous avons vu ces philosophes reconnaître deux des genres de causes déterminés par nous dans la physique, la matière et le principe du mouvement, mais ils l'ont fait confusément, indistinctement, comme agissent dans les combats les soldats mal exercés. Ceux-ci frappent souvent de bons coups dans la mêlée, mais ils le font sans science. De même, les philosophes paraissent avoir parlé sans
bien savoir ce qu'il dit, car l'usage qu'on les voit taire de leurs principes nuls ou plus en faux. Anaxagoras se sert de l'intelligence comme d'une machine pour faire le monde. Et quand il désespère de trouver la cause réelle d'un phénomène, il produit l'intelligence sur la scène. Mais dans tout autre cas, il est mieux donner au fait une autre cause. Empédocle se sert davantage, mais d'une manière insuffisante encore, de ses principes et dont leur emploi ne s'accorde pas avec lui-même. Souvent chez lui, l'amitié sépare, la discorde réunit. En effet, lorsque dans l'univers les éléments sont séparés par la discorde, toutes les particules du feu ne sont pas moins mises en tout, ainsi que celles de chacun des autres éléments. Et lorsqu'au contraire, c'est l'amitié qui unit les éléments, il faut bien pour cela que les particules de chaque élément se divisent. Empédocle fut donc le premier des anciens qui, employant ou divisant le principe du mouvement, ne supposa plus une cause unique, mais deux causes différentes et opposées. Quant à la manière de la matière, il est le premier qui ait parlé des quatre éléments. Toutefois, il ne s'en sert pas comme s'ils étaient quatre, mais comme s'ils n'étaient que deux, comme s'ils n'étaient que deux, à savoir le feu tout seul et en opposition au feu la terre, l'air et l'eau, ne faisant qu'une seule et même nature. C'est là, du moins de ce que ces vers donnent à entendre. Voilà selon nous. La nature et le nombre des principes d'Empédocle. Leucippe et son ami Démocrite disent que les éléments primitifs sont le plein et le vide, qu'ils s'appellent l'être et le non-être, qu'ils appellent l'être et le non-être, le plein, le solide, c'est l'être, le vide, le rare, c'est le non-être. C'est pourquoi ils disent que l'être n'existe pas plus que le non-être, parce que le corps n'existe pas plus que le vide, tels sont, sous le point de vue de la matière, les causes des êtres. Et de même que ceux qui posent comme principe une substance unique expliquent tout le reste par les modifications de cette substance, en donnant pour principe à ces modifications le rare et le dense. De même, aussi, ces philosophes placent dans les différences les causes de toutes choses. Ces différences sont au nombre de trois: la forme, l'ordre et la position. Ils disent en effet que les différences de l'être viennent de la configuration, de l'arrangement et de la tournure. Or, la configuration, c'est la forme, l'arrangement, c'est l'ordre, la tournure, c'est la position. Ainsi, A diffère de N par la forme, AN de NA par l'ordre et de Z de N par la position. Quant au mouvement, à ses lois et à sa cause, ils ont traité cette question très négligemment comme les autres philosophes. Nos devanciers, donc, n'ont pas été plus loin sur ces deux genres de causes.